Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui présents dans notre nouvelle émission de TICLAB, qui est le rendez-vous consacré aux acteurs de l'innovation et de la technologie et du numérique. Aujourd'hui, je suis accompagnée de nos charmants invités, M. Ibrahima Gueye, qui est représentant de Nicomatic au Sénégal et entrepreneur dans l'étude et la conception technique. Nous sommes aussi accompagnés par M. Mohamed Dia, qui est écosystème builder à Synapse et cofondateur de la communauté Senblock. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Dia. Bonjour. Bon, je m'appelle Mohamed Dia, je suis entrepreneur, ingénieur, écosystème builder à Synapse Center. Je suis aussi le président de Senblock. Senblock, c'est une association pour la promotion des cryptos au Sénégal. Donc on fait des formations, on fait de la sensibilisation. Je suis dans tout ce qui est technologie, réalité virtuelle, intelligence artificielle. Je donne aussi des formations sur le business et sur l'entrepreneuriat. Merci. Alors, Monsieur Ibrahima Gueye, merci d'être parmi nous. Bonjour Aïssatou. Alors moi c'est Ibrahima Gueye, je suis représentant de la société Nicomatic qui est spécialisée dans les connectiques et dans l'électronique au Sénégal depuis janvier de cette année et initiateur aussi d'activités en rapport avec les écoles de formation professionnelle ainsi que les écoles d'ingénieurs au Sénégal. Dernièrement, on a lancé une activité donc, en études et conception technique avec des partenaires donc, locaux sous le sponsoring de Nicomatic. Et puis, je pense que c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahima Gueye. Alors, TICLAB, aujourd'hui, nous parlerons de la réalité virtuelle, accélérateur de la formation professionnelle au Sénégal, en Afrique. Alors, en quoi ce thème est-il vraiment important pour vous, Monsieur Gueye? Alors, en quoi est-ce que ce thème est important? Déjà parce que la réalité virtuelle, c'est finalement en fait une réalité de notre temps. Il faudrait finalement arrêter de dire une réalité virtuelle, il faut dire réalité de notre temps. Et puis, on se rend compte que c'est devenu un vecteur de lien. Et de plus en plus aujourd'hui, il n'est même plus utilisé comme à l'époque, en tout cas en fait, lors des premières bribes de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, c'est devenu un outil comme un autre qui va cheminer avec nous pendant encore quelques années. Donc, voilà. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Moi, je pense qu'actuellement, on parle de métaverse. Il y a Meta qui propose des choses, il y a les entreprises qui parlent de NFT, etc. Je pense que maintenant, avec la réalité virtuelle, on est en phase où la technologie est mature. Donc, on voit des applications qui sont proposées un peu partout dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités. Je pense que c'est une technologie qui peut être adaptée par rapport à l'économie locale, dans différents domaines, pour les différents problèmes. Merci. Alors, la réalité virtuelle, ou bien réalité de notre temps, comme le dit si bien M. Gueye, un domaine qui nous touche particulièrement nous le Sénégal et nous l'Afrique. De ce fait, pour comprendre la réalité virtuelle, il faudra d'abord la définir et donner son histoire, disons son historique. Alors, Monsieur Gueye, je vous repose la question. Alors, est-ce que pouvez-vous nous définir la réalité virtuelle et nous parler un peu de son historique? Alors, la réalité virtuelle, finalement, alors pour qu'en fait tout le monde nous comprenne avec des mots assez simples, c'est créer un environnement qui n'existe pas dans un environnement physique réel. Donc, pour faire simple. Et je pense que si on parle juste de l'historique, allez, j'amènerai la réalité virtuelle peut-être en 400 avant JC, sous Platon, parce que je pense que les premières vraies réalisations autour de la réalité virtuelle viennent du moment où l'être humain a pris conscience qu'il pouvait créer. Et pourquoi je parlais de Platon? Parce que dans l'allégorie de la caverne, Platon réalisait du coup en fait une scène où les personnages, ils étaient là en face d'une porte et se concentraient sur les reflets de leur image. Donc pour moi, c'est là où il y a vraiment les premières représentations de la réalité virtuelle. Ensuite, il y a eu Descartes,
pour le coup, dans les discours de la méthode, où là, on se rend compte qu'avec les sens, lorsqu'il se dit, bah, finalement, les sens sont des choses qui lui enlèvent ou bien qui peuvent le sortir de sa concentration en fait, sur la vie réelle. Et puis, bah, voilà, on va dire que l'histoire commence en fait très loin. Et quelque part, peut-être, ce qui sera le plus intéressant pour les téléspectateurs, c'est à quel moment on a vraiment fait des réalisations physiques autour de la réalité virtuelle. Et là, bon, on va arriver dans les années 50, en fait, dans le théâtre, le cinéma, dans les années 60-70, même bien avant ça, dans les années 60, avec l'armée américaine. Et puis, bah, dernièrement, ce que l'on connaît le plus, ce qui nous est le plus familier finalement, ce sont en fait les lunettes de réalité virtuelle. Mais quelque part, ça, on va dire, c'est la partie la plus récente parce que c'est que dans les années, comme je disais, 60-70 où depuis les recherches et développement de l'armée américaine, on a commencé avec les simulateurs de vol et puis bah, au fur et à mesure venir jusqu'à la réalisation et puis des recherches au niveau des universités et puis la mise en pratique dans les jeux vidéo, etc. On pourrait en parler pendant des heures de cette affaire. Merci beaucoup. Et pouvez-vous nous parler en général des enjeux de la réalité virtuelle, vu que vous nous avez donné ces domaines d'application, comme la construction d'avions, etc. Alors, les enjeux, enfin, quelque part, tout à l'heure, Mohamed, il en parlait, c'est-à-dire aujourd'hui, la réalité virtuelle peut être utilisée, moi je dirais plus, c'est même pas des enjeux, c'est les domaines d'utilisation. Les domaines d'utilisation peuvent aller, comme il le disait, de la formation même en fait en entreprise jusqu'à la formation dans les écoles. Aujourd'hui, par la réalité virtuelle, on peut, par exemple, typiquement, faire de la maintenance en fait à distance, via une personne qui, elle, est en face finalement de son outil, de sa machine, avec un expert qui est à l'autre bout de la Terre et puis qui lui explique et qui lui montre en version 3D quelles sont les étapes en fait pour résoudre le problème qu'il peut avoir. Ça c'est une des cas d'usage. Après dans la formation effectivement, enfin en dehors de l'aspect juste théorique de la chose, on peut peut-être penser en fait à des représentations. Demain, je vais dire, allez, on peut ne pas avoir un avion ici au Sénégal, et pourtant, en fait, la réalité virtuelle peut nous permettre, ou bien peut permettre à des étudiants de se représenter l'intérieur d'un avion, pouvoir se déplacer, toucher et avoir l'impression d'avoir en fait une interaction tactile avec un appareil, alors qu'il n'y a rien autour de soi, et qu'au Sénégal, on n'a pas encore d'entreprise de fabrication et d'assemblage d'avions. Donc, il pourrait y en avoir des comme ça, donc dans la formation, même dans la médecine, il y a beaucoup de cas d'usage, donc, et encore plein d'autres. Merci. Donc, moi, je pense qu'il faudrait un peu matérialiser ou bien donner des données chiffrées de la réalité virtuelle pour un peu plus intéresser les jeunes pour un peu plus pousser les jeunes à s'y intéresser. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la réalité virtuelle en chiffres? Wow, la réalité virtuelle en chiffres. Alors là, il faudrait préciser parce que la réalité virtuelle est utilisée dans beaucoup de domaines. On va dire, aujourd'hui, peut-être dans 90% en fait, des domaines utilisés au quotidien, qu'on aille du cinéma, à la métaverse, au GPS, à la formation, en fait, il n'y a que ça. Aujourd'hui, allez, j'ai envie de dire que si on enlève juste le côté, pour dire réalité virtuelle, il faut une plateforme. Allez, 90% en fait de notre temps, aujourd'hui, on utilise de la réalité virtuelle. Le téléphone nous amène à ça, le metaverse en fait, dont on parlait en fait, nous amène à ça. Les jeunes, ils sont en interaction finalement, même beaucoup plus que nous, à la réalité virtuelle. Les jeux vidéo, l'usage de leur téléphone, sur leur ordinateur, toutes les représentations en fait en 3D actuellement. Allez, peut-être sur les 7 milliards de personnes sur la Terre, allez, on va dire que il y a la moitié qui utilise finalement en fait, la réalité virtuelle sans même s'en rendre compte. Et ça va se développer. Donc, comme on disait, il y a encore des applications à venir au niveau donc, avec le metaverse, Facebook, enfin voilà, tous les réseaux sociaux et autres. Donc, oui, pour moi, les chiffres, on ne peut pas sortir
un chiffre pour dire, allez, il y a tant de personnes. Tout ce que l'on peut dire de façon factuelle, c'est que la réalité virtuelle va se développer. Et en plus, avec d'autres cas d'usage, comme je disais, tels que la médecine, tels que en fait, les activités de haute précision et autres qui vont devoir venir. Donc, ça ne va faire que se développer. Par exemple, pour la métaverse, c'est dit qu'en 2030, ça sera $1 milliard en termes de marché, de valeur. Et si c'est $1 milliard, la métaverse, quand on le sait, c'est dans un monde virtuel. La réalité virtuelle va jouer un rôle important dans ce cadre-là. On peut dire peut-être ça va capter les 60% et les 70%, parce que principalement, c'est ce qui va permettre de faire de l'immersion dans ce monde à travers les lunettes. Peut-être dans 5 ans, disons, il n'y aura plus de lunettes. Ça sera vraiment une réalité immersive où il faut juste une interface. Mais dans tous les cas, d'ici 2030, il y aura beaucoup d'évolution parce que la technologie est mature et on sera dans les milliards de dollars en termes de valeur qui sera ajoutée sur le marché mondial. Ouais. Une étude dit qu'en 2050, là pour le coup, 45% des populations en fait, urbaines en activité en fait, pourraient ne plus bouger de chez eux grâce en fait, à la réalité virtuelle. Parce que on va l'utiliser pour se former, pour s'éduquer, pour aller au bureau, voilà. 45%, ça fait quand même une grosse population. Bon, donc si nous comprenons bien, nous pouvons résumer en gros que la réalité virtuelle touche presque toute la population mondiale et particulièrement, moi je m'intéresse plus à l'Afrique. Donc la réalité virtuelle est un domaine qui nous touche, nous les Africains, disons à 95%. Bien vers 90%, comme on peut le dire. On va dire en fait à 95% de ceux qui ont accès aux nouvelles technologies. Vu que nous sommes tout le temps sur nos smartphones, par exemple pour les jeux vidéo, etc. Donc, comment voyez-vous l'évolution de la réalité virtuelle en Afrique? L'Afrique a quelque chose de particulier qui est que on a cette capacité à nous développer très vite, ou bien en tout cas à comprendre très vite certains concepts et puis à l'utiliser. Nous sommes en fait des utilisateurs, on va dire, assez curieux et typiquement, enfin, quand on prend toutes ces nouvelles technologies, enfin, Internet, l'ordinateur, le téléphone en fait mobile, le smartphone et autres, nous ne sommes pas des pays de fabrication, ou bien en tout cas en fait des pays d'origine et pourtant aujourd'hui on a le pourcentage d'usage qui fait partie des plus élevés grâce à 70% quand même en fait de jeunes finalement qui composent cette population. Demain, comment est-ce que je me projette dans ça, c'est que en termes technologiques, l'Afrique aujourd'hui est en train de compenser tout le retard qu'il pouvait avoir. Et par rapport à cette compensation et qu'on ne va pas passer par les différents paliers des pays en fait, développés, je pense que peut-être d'ici 15 ou 20 ans, le monde entrepreneurial même africain va complètement s'intégrer finalement en fait dans l'usage de ces différents... Parce que finalement, comme je disais, la réalité virtuelle est un outil. C'est un outil de développement, c'est un outil de gain de temps, c'est un outil finalement en fait d'apprentissage qui est très fort. Et comme je dis, on est en fait dans un modèle plus accélératif qu'un modèle où on veut faire les choses step by step. Et je pense que c'est là où le principal enjeu va être. C'est utiliser cet outil qui est devant nous pour pouvoir en fait accéder à des niveaux et à des paliers en fait pour finalement compenser le gap entre nous et puis les pays développés tout simplement. Super. Et est-ce que vous pensez que la formation professionnelle africaine doit avoir un apport fort pour nos jeunes dans la réalité virtuelle pour qu'ils puissent s'imprégner dedans, la développer et comme vous le dites, pouvoir développer actuellement l'Afrique? C'est un must-have en fait, je pense. Tout à l'heure, on en discutait avec Mohamed, c'est-à-dire avec Mohamed, c'est que aujourd'hui, si on prend la formation professionnelle et même la formation académique en règle générale, en tout cas au Sénégal et dans certains pays africains que je peux connaître, elle est très tournée autour de la théorie.
Le modèle actuellement, en tout cas le modèle des jeunes, c'est d'être dans des cas pratiques. Moi, je suis en contact avec des écoles ici où la plupart des jeunes, des étudiants, futurs ingénieurs, futurs chercheurs que je croise, leur difficulté réside dans le fait où ils se disent « oui, mais on apprend beaucoup de choses, mais à quoi finalement en fait ça sert? Quels sont les cas pratiques ?» Et grâce à la réalité virtuelle, finalement, on peut leur apporter ces cas pratiques sans forcément avoir, je pense, les matériaux, ou bien en fait, les machines, ou bien comme je disais, les avions. On peut finalement tout créer, parce que c'est que de la création, et puis leur permettre de se confronter à des réalités. La réalité virtuelle, pour moi, c'est ça qui est génial là-dessus, c'est qu'on peut créer finalement le monde que l'on veut, le contexte que l'on veut, et puis mettre en fait les gens dans des réalités auxquelles ils peuvent faire face et qu'ils peuvent voir en fait dans leur vie active. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu même de taille pour toutes les formations, que ce soit professionnelles ou juste académiques simples, d'ingénierie ou bien de recherche, de l'intégrer. Parce que finalement, comme je dis, on peut ne pas avoir les moyens financiers d'acquérir ce dont on a besoin, parce que bon, je prends l'exemple de la France, prendre une voiture ou bien un avion, le soumettre à des étudiants pour qu'ils le décarcassent à coups de millions, c'est déjà prévu dans leur budget recherche et développement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de nos pays où en fait on a encore ces difficultés-là. Par contre, en étant juste créatif, en utilisant les outils qui sont déjà là et qui sont très accessibles, ceci est possible. Donc, il faut juste après que les mentalités peut-être en fait académiques puissent changer et qu'ils s'adaptent finalement aux besoins de leurs clients qui sont en fait ces étudiants-là, tout simplement. Et je pense qu'aussi dans ce même cadre-là, aujourd'hui on assiste à la virtualisation du monde réel. Et dans cette virtualisation-là, il n'y a pas de limite en termes de possibilités, comme l'a dit Ibrahima. Et donc, c'est une opportunité pour ces jeunes-là qui sont dans les écoles, qui sont dans les universités, de pouvoir expérimenter de nouveaux mondes, de voir de nouvelles possibilités. Et en même temps aussi d'être connectés à d'autres qui sont à l'autre bout du monde et de pouvoir échanger dans un monde virtuel, comme si on était dans un monde physique. Et je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus cette limite-là entre le physique et le virtuel. Et à ce moment-là, ça sera un monde où tout le monde est connecté, peut être connecté à n'importe quel moment et de n'importe où. Et c'est là finalement en fait le gros enjeu, je pense, de nos organisations, en tout cas académiques, c'est de ne pas rater le coche où ce mélange-là des deux mondes en fait va se faire. Ouais. Et est-ce que vous pensez qu'à ce stade, nous pouvons combler le grand gap de la formation professionnelle ou bien de nos instituts de formation professionnelle à la réalité virtuelle? Pour moi, c'est complètement. C'est même une chance d'ailleurs. C'est une chance que ceci existe pour combler ce gap-là. On ne va pas aller se battre, par exemple, avec de grandes écoles qui ont des partenariats en fait, assez forts avec de grands donneurs d'ordre pour se dire, allez, on va aller acquérir. Et finalement même, je trouve que copier n'est pas forcément en fait la bonne méthode en tout cas sur la formation. Au contraire, il faut utiliser cet outil-là pour se faciliter certaines choses. Et ce gap, en fait, se compensera naturellement en se disant, l'idée n'est pas de me comparer à tel ou tel, l'idée est de créer l'environnement qui sied en fait à, comme je disais tout à l'heure, mes clients, qui sont mes étudiants, pour leur permettre d'acquérir la connaissance qui leur permettra demain de s'insérer, tout simplement. Donc oui, la réalité virtuelle est un outil qui sera facilitateur dans cette réduction-là du gap existant entre pays ou bien, ouais. Et je pense aussi en même temps que ce soit dans l'électronique, que ce soit dans la mécanique, l'informatique, que ce soit dans la gestion des ressources humaines, ces étudiants-là ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir expérimenter ces choses-là dans le monde virtuel, que ce soit entre eux ou avec eux et d'autres étudiants qui sont un peu partout dans le monde, ou des professeurs qui vont pouvoir faire des cours d'électronique dans un laboratoire virtuel où il y a le professeur, où il y a l'élève, ils vont faire la pratique, ils vont tester, ils vont expérimenter, ça va donner des résultats, ils vont interpréter, tout ça dans un monde virtuel. Et donc, il y a une possibilité de combler ce gap-là à travers ces technologies, mais comme il l'a dit, il ne suffit pas de copier un modèle qui existe, il faut partir des problèmes qui existent sur le terrain, qu'on a observé, regarder l'outil comme
un outil, si je me répète un peu, pour voir comment combler ce gap-là et pouvoir proposer une solution qui est adaptée à ce problème-là. Et je pense que ça permettra, au-delà des écoles, au-delà des universités, ça permettra à tout un chacun de pouvoir intégrer ces mondes, de pouvoir apprendre, d'expérimenter avec d'autres qui sont dans un autre continent, dans un autre pays. Et ça sera ouvert à tout le monde. Tout le monde pourra apprendre, tout le monde pourra expérimenter, tout le monde pourra voir ce que ça donne en termes de résultats. Et après, il n'y a pas de limite en quelque sorte en termes de possibilités d'apprentissage pour les étudiants, pour les jeunes professionnels, pour les professeurs même. Donc c'est ça quoi. Super. Et comme vous l'avez dit, l'Europe par exemple, la France, se donne les moyens d'intégrer ça dans leur formation de recherche pour pouvoir permettre aux étudiants de côtoyer ou bien de développer leur capacité à étudier la réalité virtuelle, tel qui n'est pas encore le cas dans notre pays. Alors, pourquoi ou quelles sont encore les limites que rencontrent nos pays pour pouvoir intégrer concrètement la réalité virtuelle en étant des modules de recherche ou bien des modules... Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je vais m'avancer sur, moi en tout cas par rapport à l'étude que je vois et puis mon analyse de la situation. Pour moi, on est encore à l'époque où les choses restent très figées dans nos pays. Ça veut dire que le programme peut-être en fait des années 90 où moi j'étais là en formation jusque dans les années 2000, pour pouvoir changer une ligne, il faut passer par un pléthore d'organisations peut-être pour pouvoir juste changer une ligne. Et c'est plus lié pour moi à une forme de lenteur administrative par rapport aux réalités de demain. Je pense que l'objectif de n'importe quel pays finalement n'est pas, n'est pas de gérer aujourd'hui. Pour moi, les pays, enfin en tout cas n'importe quel pays qui est en fait dans cette notion de vouloir se garder une pérennité et puis un développement, c'est d'anticiper demain. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos pays, on a en fait des centres de statistiques, on a des agences qui nous permettent de nous dire bah voilà, vers quoi vont aller en fait nos sociétés. Et puis il y a pas mal de veille autour de cela. Sauf que bah voilà, on est encore très limité par bah oui, mais en fait la règle c'est ça. Je pense qu'on est arrivé à un moment où, enfin c'est un peu dans ce que disait Mohamed, c'était ça, c'est qu'il y a deux mondes qui vont se mélanger. Et pour moi, c'est aussi en fait deux façons de vivre qui vont se mélanger. Ce besoin-là de se dire, bah oui, alors il faut une base, il y a un socle dans l'éducation, ok, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a aussi en fait une base et puis des acquis à avoir pour demain. Comme je dis, le problème n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on le vit, on le vivra, il n'y a pas de problème. Par contre, dans 15 ans, dans 10 ans, comment est-ce qu'on va former les étudiants actuels à y être ? Et c'est là où je pense qu'en fait, c'est pourquoi du coup on n'y arrive pas, c'est parce qu'on va encore se figer à des règles qui sont adaptées à aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément adaptées à la réalité de demain, tout simplement. Et pour ajouter par rapport à ça, je dirais que depuis 10 ans, 15 ans, on assiste à une explosion exponentielle de la technologie. Les recherches, maintenant, là où ça prenait 5 ans, maintenant c'est 6 mois, 1 an. Donc les choses évoluent très vite. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la technologie évolue très vite, mais les curricula évoluent lentement. Et maintenant, on arrivera à un moment où il y aura un gap entre les besoins du marché en termes de compétences techniques, de compétences managériales, et ce qui est offert en termes de possibilités pour les étudiants qui sortent. Parce que si on te forme sur une technologie et que sur ces 5 ans, quand tu sors, cette technologie est dépassée et il y a une nouvelle technologie, il y a un gap qui existe. Donc il faut une formation supplémentaire pour pouvoir compenser ce gap-là. Et quand on parle de formation supplémentaire, c'est des cours supplémentaires, c'est du temps. Et donc, il faut pouvoir adapter le curriculum par rapport aux besoins du marché. Donc, avoir une boucle où chaque instant, on a une information par rapport à la technologie, par rapport aux besoins du marché, par rapport aux besoins industriels, pouvoir mettre ça au niveau du curriculum et pouvoir former ces étudiants-là pour qu'ils s'adaptent au monde de demain. Parce que là, la technologie va
tellement vite que ce que tu as appris aujourd'hui, dans 6 mois, ça sera dépassé. Et donc, c'est une formation en continu qu'il faut proposer à ces étudiants-là pour qu'au-delà même de la formation académique qui est proposée, qu'ils soient autonomes pour aller au-delà de ce qui leur est proposé. Et donc, ça leur donner un certain mindset pour qu'ils soient capables d'être autonomes et leur dire que la formation ne serait pas seulement ce qui est proposé au niveau des écoles, mais ça va au-delà. On vit une mutation actuelle. Et cette mutation-là, il faut que les professeurs, il faut que le monde académique, il faut que les universités s'adaptent et se disent que nous, on n'est plus détenteurs de ce savoir-là. On doit les libérer, on doit leur donner l'autonomie. Et nous, on est juste là à coacher, accompagner, leur donner des alternatives par rapport à notre expérience passée. Et c'est ça, je pense, le rôle actuel du monde universitaire. Et je pense que ça prend du temps à ce qu'ils comprennent cela. Mais je pense qu'ils sont en train de comprendre. Mais c'est un peu lent, comme il l'a dit, pour qu'ils prennent tous les aspects liés à ça, les aspects administratifs, les aspects pédagogiques. Tout ça, ça doit être adapté par rapport aux besoins actuels du marché et l'évolution de la technologie actuelle. La dernière fois, j'étais en train de me moquer de ma maman. Je lui disais, parce qu'elle était professeure. Et du coup, elle disait que nous, les professeurs, nous sommes en fait, entre guillemets, le puits de la connaissance pour les étudiants. Et je lui ai dit, Google est plus fort que vous. Vous ne servez plus à rien aujourd'hui. Si vous êtes que un socle ou bien un puits de connaissances, vous ne servez plus à rien. Parce que, en fait, aujourd'hui, moi, depuis chez moi, j'ouvre mon ordinateur. Pour peu que j'ai été initié à comment faire des recherches, à comment apprendre, j'ai plus besoin de professeur alors. Et c'est ça, en fait, finalement, la réalité. C'est qu'aujourd'hui, il faut que aussi ce monde-là, ce monde en fait pédagogique, puisse s'adapter et se dire, oui, je ne suis plus détenteur de quelconque savoir. Le savoir, finalement, aujourd'hui, est libéralisé. Il est là. Mais comment est-ce que je vais accompagner cette génération-là à pouvoir aller, en fait, plus loin finalement que moi. Et après, je pense que ça demande aussi une certaine remise en question de soi-même, etc. Et puis j'adore le monde professoral et enseignant. Je tiens à le signaler. Merci. Alors, quels sont les besoins pour positionner actuellement les pays africains comme leaders dans le domaine de la réalité virtuelle? Je pense que, déjà, il faudrait libéraliser certaines choses. Aujourd'hui, voilà, en fait, mais ça c'est un problème peut-être, je ne dirais même pas culturel, mais c'est une façon de voir les choses que l'on a dans l'ordre général. C'est de se dire que moi je détiens quelque chose, il faut qu'en fait je le transmette par exemple à une autre personne, mais je dois lui transmettre comme si et comme ça. Si jamais il ne l'a pas de cette manière, en fait il n'y a pas de transmission. Donc c'est là où il faut libéraliser. Et ça à toutes les, à tous les niveaux. C'est-à-dire ça va partir du haut jusqu'en bas. C'est-à-dire en bas, c'est jusqu'au professeur en face en fait, de ses élèves. Je pense que ça, c'est déjà une des premières étapes. Et ensuite, cette capacité en fait, à apprendre et à gagner des connaissances, pour moi, ne servira à rien si on n'a pas finalement l'environnement de mise en application. Aujourd'hui, la dernière fois, j'ai discuté avec des étudiants, encore toujours des étudiants, qui sont en ingénierie en électroméca, et puis je leur demandais quelles étaient finalement la suite après leurs études, quels étaient en fait les débouchés. Et tout à l'heure, Mohamed en fait, me l'a confirmé, c'était on va faire de la maintenance industrielle. Dans quel monde normal quelqu'un qui est ingénieur en électromécanique va finir finalement en fait en tant que en technicien de maintenance? Il y a une perte qui est extraordinaire. Et je pense que voilà, c'est là où il faut mettre peut-être l'énergie, c'est de créer cet environnement-là, et surtout maintenant en fait dans cette nouvelle mondialisation où, comme je dis, on peut fabriquer quelque chose à un endroit et pourtant toute la partie étude, conception se fait à l'autre bout de la terre. C'est pas grave et ceci n'enlèvera en rien en la qualité du produit qui est fait. Donc je pense que voilà, aujourd'hui en fait il y a toute une remise en question et puis une sorte de création de filière qui puisse se dire allez, moi de bout en bout, il faut que je maîtrise quelque chose. Cependant, je ne vais pas le maîtriser juste pour moi. On est dans un monde qui est ouvert. Je vais le maîtriser aussi pour tous les autres,
pour mes partenaires, pour les pays ou bien en fait les environnements qui sont autour de moi, tout simplement. Et je dirais que là, les jeunes ont des options. Donc, ils ont l'option de Google. Maintenant, n'importe quelle technologie, de n'importe quel professeur, de n'importe quelle école peut être disponible sur Google. Donc, dès l'instant que c'est disponible sur Google, si vous avez une connexion Internet, si vous avez votre téléphone, vous avez la possibilité de suivre ces formations-là. Moi, tout ce que j'ai appris sur le crypto-monnaie, je l'ai appris à travers Google et YouTube. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Donc, j'ai juste pris le temps de comprendre comment ça fonctionne, de tester, d'expérimenter à travers les outils qu'on me donne pour voir quels sont les problèmes que je rencontre, quelles sont les solutions que ça offre, et quel est le besoin. Et quand j'ai finalement compris ça, je me suis dit, comme il l'a dit, comment je peux partager ça avec une communauté. C'est sur la base de ça que j'ai créé Zenblock. Et quand j'ai créé Zenblock, j'ai eu, là actuellement on est à 230 personnes, j'ai partagé avec eux, échangé avec eux. Mais tout ça c'est parti de, j'avais l'option de Google à côté. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les institutions ou bien les organismes mettent en place un cadre où c'est là où on va prendre en main cette technologie-là. Il faut se dire que dès maintenant que c'est possible de le faire, je vais assimiler la théorie. Pour la pratique, je vais essayer de voir ce que j'ai comme moyen, comment je peux faire l'acquisition de certains composants pour expérimenter. Et quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, tu vas là actuellement en 6 mois, 1 an, tu peux être expert dans n'importe quel domaine. Avant c'était peut-être 5 ans, 10 ans, mais avec l'information, la quantité d'informations qui existent, débutant, intermédiaire, advanced, tu peux rapidement échelonner si tu es assez autonome pour pouvoir prendre en main ces technologies-là. C'est bien possible. Maintenant, le pouvoir revient aux jeunes, c'est à la personne par rapport à son mindset. Est-ce qu'il est capable d'être autonome pour pouvoir prendre ces technologies à travers les informations qui sont disponibles sur Internet, principalement. Et qu'en est-il réellement encore de la recherche et du développement dans ce secteur, dans nos pays africains? En fait, la recherche et le développement, ça, on va plus le laisser en fait à nos amis du coup dans les pays développés, parce que de toute façon aujourd'hui en Afrique, la réalité veut que, enfin, quand je dis Afrique, pour moi aujourd'hui, j'enlève quand même la partie sud de l'Afrique et puis le Maghreb. La recherche-développement n'a pas réellement en fait d'importance dans nos sociétés. Et d'ailleurs, si on le voit bien, les gouvernements n'investissent pas là-dedans. Et pourtant, c'est un secteur qui est pour moi incontournable pour pouvoir anticiper, comme je disais, demain, et puis surtout, en fait, apporter une valeur pas tout de suite, mais dans le monde dans 10 ou 15 ans. Donc, c'est très faible. Est-ce que ça va se développer demain? J'espère. Parce que sans la recherche-développement, on ne pourra pas se développer, que ce soit dans la réalité virtuelle ou ailleurs. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Finalement, ce qui apporte des budgets pour la recherche-développement, ce sont des entités privées, des organisations peut-être non gouvernementales, et du coup, ceci n'influe en rien finalement en tout cas sur cet aspect-là de réalité virtuelle. La recherche-développement se fait, comme je disais, dans les pays développés, mais pas ici. Moi, je pense que sur cette partie recherche et développement, parce que la recherche et développement, c'est fait pour proposer une solution à un problème. Dans nos États, ce n'est pas encore vraiment compris l'importance de la recherche et du développement. Donc, raison pour laquelle beaucoup de projets ne sont pas développés, ne prennent pas le temps de développer le projet. Parce que ce soit ces technologies, que ce soit la réactivité ou les autres technologies, ça prend du temps de pouvoir expérimenter, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il faut 1 an, 2 ans, 3 ans de recherche pure et dure. Après, passer à la phase de commercialisation. Maintenant, qui va investir sur les outils, sur les ressources humaines sur 2 ans, 3 ans? Généralement, ça doit être l'État, mais on n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment compris les enjeux ou bien les problématiques ou bien les besoins par rapport à ce domaine de recherche et développement de manière globale, avec n'importe quelle technologie et dans n'importe quel domaine. Alors, merci beaucoup. Nous allons un peu parler cette fois-ci du rôle des institutions. Okay. Alors, selon vous, quelles sont les pistes de recommandation pour permettre une prise en main de cette technologie? Au niveau des institutions? Oui. Alors, comme on l'a dit pendant la discussion, c'est déjà de pouvoir se dire, commençons par la base, donc c'est-à-dire au niveau de l'éducation,
et puis revoyons complètement le système par rapport à quels sont les besoins de demain. Demain, ce n'est pas maintenant, c'est dans 10 ans, dans 15 ans. Déjà, il y a cette réflexion-là. Et puis, oser remettre en question, finalement, tous les modèles qui sont connus jusque-là. Oui, aujourd'hui, allez, à mon époque, il fallait passer par le cours préparatoire, le cours élémentaire, le collège, le lycée. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus ce modèle-là, en fait, en tout cas, qui devrait être respecté. Peut-être qu'il y a autre chose, un autre modèle, mais comme je dis, à chaque fois, ce n'est pas pour répondre aux besoins de tout de suite. C'est pour répondre aux besoins dans 5, 10 ans, 15 ans. Au niveau des institutions, ce serait ça. Et ensuite, cette partie-là, recherche-développement que l'on vient juste d'aborder, il est temps, je pense, lorsque j'entends nos États parler de cette notion d'autonomie et puis de sortir de certains modèles en fait où on dépend en fait beaucoup des puissances étrangères, il faut déjà commencer aussi nous-mêmes à fonctionner de façon très indépendante. Ok, qu'est-ce que je veux atteindre? Où est-ce que je veux aller? Et ça, ce sont des réflexions qui, pour moi, aujourd'hui, en fait, comme dans une entreprise, finalement, j'ai pas peur moi, de le dire, c'est que un pays, on peut le voir comme tel. C'est-à-dire, c'est une entité qui a besoin d'atteindre un rêve pour pouvoir accéder derrière à un autre palier. Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour atteindre ce rêve? Aujourd'hui, voilà, on est peut-être beaucoup trop dans les problématiques du quotidien, ce qui est important. Mais par contre, il ne faut pas sous-estimer aussi demain, parce que finalement, nous sommes les garants finalement en fait de ce que l'on va transmettre aux générations futures. Et je pense que ce sont les deux aspects sur lesquels les institutions devraient plus réfléchir en l'état. D'accord. Et comment vous pensez que les institutions peuvent accompagner les jeunes à intégrer le domaine de la réalité virtuelle? Il faut déjà que les institutions s'accompagnent eux-mêmes ou bien trouvent les moyens d'être accompagnés pour avoir cette ouverture d'esprit-là et cette vision-là. Derrière, une fois qu'ils ont cette vision et qu'ils ont cette envie d'atteindre en fait ce futur où il y aura une vraie création de valeur par rapport aux réalités sénégalaises et africaines, ils vont pouvoir eux-mêmes accompagner ces jeunes. Mais tant que cette première étape-là n'est pas menée, il y aura des actions, c'est-à-dire comme on a toujours eu à un moment en fait à investir sur, je sais pas moi, la maîtrise de tel ou tel domaine, etc., etc. Mais ce sera juste en fait un coup d'épée dans l'eau. Oui, il y aura une vague et des vaguelettes, mais pour aller plus profondément dans les choses, il faudrait déjà que nos institutions. Après, peut-être qu'aussi, ce n'est pas forcément un besoin, hein. Il n'y a pas de souci. Mais ne serait-ce qu'il y ait cette étude-là pour se dire, ok, de quoi va avoir besoin le monde de demain, le Sénégal demain, l'Afrique de demain, et par rapport à ce besoin-là, en fait, ils vont s'adapter. Et derrière, l'accompagnement des jeunes se fera. Super. Alors, tout à l'heure, au début de l'émission, on a plutôt parlé des autres technologies telles que l'IA, le blockchain, le métaverse. Alors, quels sont les points, les pistes de convergence entre la réalité virtuelle et ces autres technologies? Je n'oserais pas répondre à ça, moi, en ayant Mohamed devant moi. Quand même. Bon, je pense que depuis quand même 5 ans et 10 ans, les recherches convergent en termes d'application. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est utilisable dans presque tous les domaines, que ce soit l'industrie, que ce soit l'informatique, c'est presque utilisé partout. Donc, depuis 5 ans, 10 ans, on assiste à cette convergence de ces technologies-là. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais il y a ARK Invest, par exemple, aux États-Unis, qui se focalise sur les 5 technologies-là, blockchain, tout ce qui est IA, génétique, tout ce qui est espace. Donc, toutes ces technologies-là, tous ces domaines-là ont besoin de travailler ensemble pour pouvoir proposer des solutions. Dans l'espace, ils ont besoin d'IA pour faire les calculs. Au niveau de la blockchain, ils ont besoin de l'IA peut-être pour tout ce qui est génération de la base de données, tout ce qui est contrôle des données, tout ce qui est gestion des données. Dans tout ce qui est voiture électrique, on a besoin aussi de l'IA, on a besoin aussi des gens qui sont peut-être dans l'espace parce que peut-être on peut utiliser certaines technologies dedans. Donc, on assiste à cette convergence des technologies. Maintenant, ce qui se passe, comme je l'ai dit, de la même façon qu'on peut avoir le mixage entre le monde physique et le monde réel, il n'y a plus de limite entre les technologies. C'est plus séparé comme avant. Avant, peut-être, tu peux avoir une startup qui travaille sur l'informatique et une startup qui travaille sur l'industrie.
et ils peuvent travailler de manière autonome. Mais actuellement, c'est plus possible avec le monde dans lequel nous vivons parce qu'il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, généralement, ce n'est pas une telle technologie qui peut les résoudre. Il faut plusieurs technologies qui vont pouvoir converger ensemble pour pouvoir proposer la solution la plus optimale. Et à la fin de la journée, c'est ça qui fera la différence. Donc, la réalité virtuelle, comme toute autre technologie, va s'intégrer dedans, que ce soit dans la métaverse, que ce soit dans la blockchain, que ce soit avec l'IA, que ce soit dans l'espace. Donc, comme il a dit, avec les simulateurs, la réalité virtuelle, les avions, c'est un domaine. L'IA aussi peut intervenir au niveau du back-end pour le simulateur. Donc, actuellement, on ne peut plus parler de technologie séparée. Là, on parle de convergence. Et donc, si quelqu'un veut s'initier au niveau des réalités virtuelles, il va voir au niveau des applications qu'il y a plusieurs domaines où ça peut s'appliquer. Et c'est ça qui fait que ça soit intéressant. Parce que si on a une technologie qui peut être appliquée dans plusieurs domaines, ça veut dire qu'il y a plusieurs spécialités qui vont utiliser une technologie et après il y aura des dérivations qui vont arriver. Et sur ces dérivations-là, il y aura des solutions qui sont proposées à des problèmes, là où on ne pensait pas que cette technologie-là pourrait être adoptée. Et ça fait éclore des écosystèmes. Et dans ces écosystèmes-là, il y a des interactions qui vont être possibles. Et il y aura des ressources humaines, des ingénieurs, des techniciens, etc. qui vont travailler ensemble. Et on se disait peut-être il y a 10 ans, 20 ans, on n'aurait jamais plus cru qu'un ingénieur dans l'espace pourrait travailler avec un ingénieur en génie électrique au niveau des voitures électriques, un ingénieur en IA pourrait travailler avec un ingénieur en réalité virtuelle. Et cette convergence-là va créer une certaine créativité, une certaine innovation. Et ça va faire éclore des systèmes qui vont faire connecter les différentes technologies-là. Finalement, aujourd'hui, en fait, en voulant une solution complète qui résolve vraiment un problème réel, en fait, on se rend compte que ce qui est le plus important, c'est de bien identifier le problème que l'on veut résoudre et finalement toutes les autres toutes les parties IA, réalité virtuelle, tout cela en fait vont venir converger naturellement. Mais il faut bien identifier le problème que l'on veut résoudre et qui est adapté à notre environnement, tout simplement. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons parlé aujourd'hui de réalité virtuelle et de la formation professionnelle, plus particulièrement au Sénégal et en Afrique en général. Donc, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ça, M. Gueye? Ce que je pourrais rajouter, c'est déjà en fait vous remercier déjà pour l'invitation parce que je pense que ce sont des sujets comme ça qui sont presque en fait à la frontière de la sortie de nos réalités, c'est-à-dire vraiment sénégalocentrique ou afrocentrique avec en fait ce monde qui est plus occidental, plus développé. Je vous remercie pour cette invitation et puis se dire que finalement je pense que ce qu'il y a derrière ces genres d'échanges, c'est de pouvoir se revenir en fait à la vraie réalité qui est en fait le quotidien que l'on vit et surtout en fait le quotidien que l'on voudrait vivre en fait demain. Parce que dans le sens où il faut pouvoir se projeter, mais se projeter par rapport à un rêve commun et un rêve surtout qui est atteignable et réalisable. Et tout ceci, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et tout cela, au-delà même de la technologie, des technologies ce qu'ils sont, ne sont que des outils. Et un outil en fait, peut ne rien valoir s'il est mal utilisé. Donc moi je pense que voilà, ce qu'il faudrait retenir là-dedans, c'est de se dire que ce sont des outils qui sont très à la pointe, qui peuvent résoudre de sacrés problèmes, il faut l'avouer. Par contre, il faut que ce soit nos réels problèmes. Et dès le moment où on identifie ces réels problèmes par rapport à notre réalité, ça revient souvent, ces outils-là seront là pour nous aider. Maintenant, voilà, aux Sénégalais, aux Africains, de pouvoir identifier cela pour atteindre en fait un rêve qui est le leur et puis tout devrait bien se passer. Merci. Et Monsieur Dia? Bon, déjà te remercier et ensuite dire aux jeunes qu'il y a deux choses qui sont à leur portée. Il y a Google, il y a l'anglais. Maintenant, s'ils maîtrisent Google, s'ils maîtrisent l'anglais, ils peuvent apprendre n'importe quoi sur ces plateformes-là et avec cette langue-là. Donc, la question à savoir par où il faut commencer, qu'est-ce que je dois faire, il faut aller sur Google, taper réalité virtuelle et voir les réponses qui existent. Si on va aller plus loin en termes de recherche, en termes d'opportunités, en termes de perspectives, l'anglais peut aider parce que
les informations qui existent les plus pertinentes sont en anglais. Donc, anglais et Google, je les conseillerais de commencer par là-bas et de se dire qu'ils ont l'option actuellement. Il y a 10 ans, 20 ans, ce n'était pas possible d'avoir ces informations sans pourtant lire un livre. Là, ils ont Google, là, ils ont la possibilité ils ont le Coran, ils ont la possibilité de pouvoir explorer le monde comme ils le doivent et travailler. Et en même temps, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est maintenant, il est possible depuis la COVID-19 de travailler, d'être au Sénégal, de travailler pour une start-up qui est aux États-Unis ou une start-up qui est en Chine ou en France. Donc, de la même façon qu'on a vu la mutation au niveau de ces technologies en termes de croissance exponentielle, en même temps, depuis 2020, on voit une mutation en termes de recherche de talent. Donc, si vous êtes un talent dans la réalité virtuelle, vous êtes au Sénégal et que vous voulez travailler avec une entreprise qui est aux États-Unis, c'est bien possible parce que là, le monde est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup plus d'opportunités pour ces jeunes-là qui sont en Afrique. Parce que c'est une mutation qui est en train de se faire lentement. Il y a des talents, il y a la fuite des talents physiques des gens qui partent du Sénégal et qui vont au Canada. Mais sur cette fenêtre 2022-2030, on verra beaucoup plus de personnes qui sont au Sénégal et qui travaillent pour d'autres entreprises qui sont à l'extérieur. Donc il y a des opportunités qui sont là. Donc c'est aux jeunes de les prendre et ne pas attendre à ce que quelqu'un leur mette le cadre pour pouvoir commencer à faire des choses. Déjà, chez eux, avec le téléphone, il faut faire des recherches, voir quelles sont les opportunités, quelles sont les perspectives. Et sur la base de ça, ils se concentrent sur 6 mois. Ils laissent les samedis, ils laissent les dimanches pour l'apprentissage. Et en 6 mois, ils seront experts. Et quand il faut parler, les gens vont se dire que lui, c'est peut-être il l'a appris durant 5 ans ou 1 an ou 10 ans, alors que c'est quelque chose que tu as appris en 6 mois parce qu'il y a l'information qui est là et c'est le niveau dépendant de là où tu veux pousser pour ton apprentissage, quoi. Super. Alors, c'était votre émission TICLAP. Nous remercions énormément M. Ibrahima Gueye et M. Mohamed Dia qui nous ont parlé aujourd'hui de l'innovation et de la technologie, de la réalité virtuelle, plus particulièrement dans nos formations universitaires professionnelles au Sénégal et en Afrique en général. Donc, c'était Aïssatou Wilane dans votre émission TICLAP. À très bientôt pour une nouvelle émission avec d'autres invités et un nouveau thème. Merci.